Alors c'est quoi le mieux dans Pokémon, le CD ou les cartes à l'unité? Très bonne question Nicolas, et c'est une question d'ailleurs qui revient très régulièrement, que ce soit dans nos discussions à la boutique ou en commentaire sur les réseaux. Est-ce qu'il faut mieux acheter du scellé ou des cartes à l'unité? Alors, pour investir, c'est un grand mot, mais souvent c'est juste pour financer sa collection. C'est acheter un peu plus que ce qu'on va ouvrir en espérant que ça monte un peu pour pouvoir racheter plus tard, ou alors pour financer d'autres projets. Et cette question, elle est d'ailleurs d'autant plus d'actualité quand on regarde la situation actuelle avec des prints un peu plus conséquents de Pokémon Company et finalement des produits qu'on trouve assez facilement en rayon et un sale temps pour les scalpers qui n'arrivent pas à écouler leurs ETB, leurs UPC et leurs marchandises au prix qu'ils espéraient. Alors tout ça pour en arriver à la question qui nous occupe aujourd'hui. Est-ce qu'il vaut mieux acheter du scellé et garder du scellé ou plutôt des cartes à l'unité en espérant voir leur valeur marchande augmenter? Et cette question, on va y répondre, mais ce sera que notre avis personnel. Et bien sûr, il est subjectif, il est contestable, et c'est tout l'objet des vidéos qu'on fait en format long, en fait, c'est de créer un échange et un dialogue dans les commentaires avec vous. Alors n'hésitez pas à écrire en commentaire ce que vous pensez de cette question. Et nous, on sera un plaisir d'y répondre et de débattre avec vous. C'est ce qu'on fait d'ailleurs sur l'ensemble de nos vidéos sur YouTube, Insta et TikTok, et c'est toujours un grand plaisir. Alors le plan de la vidéo, il va être assez simple à suivre. On va d'abord se focaliser sur le scellé avec ses avantages et ses inconvénients. Ensuite, on passera aux cartes à l'unité, également avec leurs avantages et leurs inconvénients. Et à la fin de la vidéo, on vous donnera notre avis personnel et nos pratiques personnelles qu'on ne fait pas en tant que boutique, mais en tant que particulier collectionneur. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, on s'adressera aussi bien aux investisseurs purs qu'aux collectionneurs, parce qu'en fait, les logiques sont parfois assez similaires et de toute façon, les avantages et les inconvénients sont les mêmes. On commence avec le scellé, acheter du Pokémon scellé. Déjà, en préambule, il faut faire le distinguo entre les items. Tous les items ne se valent pas et tous les items ne gagnent pas autant de valeur que les autres. On a fait plein de vidéos sur les tops, etc. Globalement, ce qu'on retient nous, c'est que le meilleur item, c'est l'ETB. Ensuite, il y a la display et le bundle. Et ensuite, les coffrets. Et en tout dernier, tout ce qui est mini-tin et boîte métallique. Et ça pour des raisons qui ne sont pas forcément liées à leur valeur. Deuxième point très important, et ça je pense que c'est le plus important dans cette vidéo, c'est la notion de market cap. Le market cap, c'est le volume total d'un marché, et c'est-à-dire la somme de toutes les unités qui le composent. Et à Pokémon, on sait tous que le market cap, on ne peut pas le connaître parce que les chiffres ne sont pas publics. On ne sait pas exactement combien il y a d'ETB qui ont été imprimés dans telle langue et combien il en reste à l'instant T. Cependant, ce qui est sûr et certain, et c'est la grosse différence du scellé par rapport aux cartes à l'unité, c'est que le volume disponible de scellé dans le temps ne fait que décroître, diminuer. Pourquoi? Tout simplement parce que certains stockent du scellé sur des très longues périodes, mais parfois, il arrive que du très vieux scellé soit ouvert parce qu'il est acheté pour un box break par un célèbre YouTuber ou alors d'une grande occasion ou simplement quelqu'un, un passionné qui veut se faire plaisir à ouvrir une très vieille série. Donc quoi qu'il arrive, malgré les reprints, malgré les restocks, au bout d'un moment, la quantité donnée d'un item scellé ne fait que décroître. Alors la conclusion de ce point, c'est que plus un item devient rare, plus il devient cher, parce que c'est la rareté qui fait la valeur. Et ça, c'est très intéressant parce que ça dépend pas forcément de la qualité en elle-même de la série. Alors oui, c'est quand même mieux d'avoir des vieux items d'une série adorée parce que tout le monde va la vouloir. Mais on a parfois des surprises avec des séries qui ont été boudées, ouvertes à foison. Et finalement, il y a peu d'items qui ont été stockés et c'est ceux-là qui valent le plus cher. Et ça, on peut s'en rendre compte quand on regarde le prix de certaines ETB. Deuxième point, le scellé, malgré ce qu'on en dit, c'est beau. En fait, c'est logique et compréhensible de collectionner des items scellés, surtout les ETB qui sont des produits très bien finis. Et un mur d'ETB, c'est toujours très beau dans une collection. Et ça va un petit peu à l'encontre des puristes de Pokémon qui disent non, tout est fait à ouvrir pour ouvrir et ce qui compte vraiment, c'est les cartes. Et on se rend compte qu'avec la pratique et finalement les habitudes de la communauté, le scellé en lui-même devient un objet de collection et d'exposition. Et collectionner du scellé, c'est beau et je comprends tous ceux qui le font. Troisième grand avantage, c'est la notion de risque. En fait, acheter du scellé, c'est pas risqué parce que c'est pas volatile le scellé. Alors je m'explique. Quand on regarde sur l'historique des prix, il
Il n'y a jamais de prix Pokémon qui, sur le long terme, valent moins cher que leur prix retail au moment de leur sortie. Tout ne fait que monter avec le temps. Et tout monte, mais à des degrés ou à des facteurs multiplicateurs différents. Ce qui monte le plus vite, c'est les ETB, ensuite les displays. Et il y a certains items qui ne monteront presque jamais, ou alors très très peu, comme des decks purs où il n'y a pas de booster dedans. Mais quoi qu'il arrive, quand on a du scellé en très bon état et parfait, il ne fait que monter. Et donc quand on achète du scellé, on ne prend pas de risque. Au pire, on va placer de la valeur. Et dans la plupart des cas, on va réaliser une plus-value marchande au bout d'un certain temps. Et après, ce qui va faire la différence, c'est l'horizon de temps, l'horizon de conservation, de placement, diraient certains. C'est combien de temps on garde un item. Et généralement, quand on dépasse les 5 ans, on arrive dans une tranche où on est rentable. Cependant, pour les items scellés Prestige Premium plus qui dépassent les milliers d'euros, attention à la liquidité. Parfois, il vaut mieux avoir plusieurs items à 150 euros, donc 10 items à 150 euros, qu'un item à 1500 euros, parce que les items à 150 sont plus liquides que celui qui en vaut 1500. Il y a plus de demandes, tout simplement. Pour résumer cette petite partie sur les avantages du scellé, 3 choses à retenir. 1. Raréfaction automatique du scellé avec le temps. 2. Qualité d'exposition, c'est joli. Et 3. Gestion du facteur risque. En fait, acheter du scellé, on est toujours gagnant au bout d'un certain temps. Toutefois, attention avec cette notion de prix retail ou de prix MSRP, prix de vente conseillé. Ce n'est pas vraiment le plus important, je pense. Ce qui est important, c'est le prix marché. On dit souvent, il faut acheter quand tout est bas et revendre quand la hype est revenue, quand tout est haut. Simplement, c'est très difficile à estimer ce moment, quand est-ce qu'on touche le fond et quand est-ce qu'on arrive au top. Globalement, ce qui est conseillé, et c'est assez logique, c'est d'acheter massivement quand l'intérêt pour Pokémon commence à décroître, parce que Pokémon c'est un marché cyclique comme on l'a vu, avec des cycles de 3 à 4 ans, parfois un peu différents, mais qui dépendent de facteurs extérieurs, comme la sortie d'un jeu vidéo, la sortie d'une application, ou un regain d'intérêt parce que un grand youtubeur s'est mis à faire du Pokémon et à ouvrir, etc. Globalement, il faut suivre en fait l'évolution du marché et acheter quand l'intérêt décroît, stocker en attendant que les beaux jours reviennent et que l'intérêt remonte. Ce qu'on remarque aussi également, c'est que de toute façon, le marché global ne fait que croître. Même quand on descend jamais plus bas que le seuil précédent, que le haut du seuil précédent, parce que tout simplement, la communauté des collectionneurs ne fait que grandir, parce que le hobby ne quitte pas les gens avec l'âge en moyenne. Quelqu'un qui a commencé Pokémon enfant et qui est passionné reviendra ou continuera avec ses enfants, et ça fait que de génération en génération, le nombre de collectionneurs ne fait que grossir. Les avantages du scellé, c'est fait. On passe maintenant aux inconvénients du scellé, et il y en a. Le premier, c'est la notion d'état et de scellage, et ça, c'est un vrai casse-tête. Tout simplement parce que pour qu'un item soit conservé dans le temps avec un bénéfice espéré maximal, il faut qu'il soit dans un état clinique irréprochable, c'est-à-dire un scellage parfait, sans trou. Et il y a même des items comme les coffrets qui ne sont pas scellés, qui se détériorent très vite avec la manipulation. Mais revenons au scellage. Et cette notion du scellage, elle est compliquée en fait, parce qu'on n'est pas sûr d'avoir à chaque fois des items parfaitement scellés, tout simplement parce que même nous, en tant que professionnels, parfois on reçoit dans des cartons des items qui ne sont pas parfaitement scellés, qui ont un trou sur l'emballage ou des scellages distendus. Et ça, c'est intéressant parce que ça remet un petit peu en question la stratégie des gens qui négocient des cases. Parce que les cases, on n'est pas sûr que le scellage à l'intérieur de la case soit parfait sur tous les items. Et au bout d'un moment, les cases, elles ont vocation à être ouvertes parce que le prix de l'intérieur devient tellement énorme qu'il est plus liquide. En fait, on ne peut plus le revendre. Personne ne peut s'acheter ça, ou très peu de gens. Et au final, beaucoup font le choix d'ouvrir leur case et de revendre leur contenu à l'unité. Et parfois, il y a des mauvaises surprises. Et d'autre part, quand on voit les gens qui font la queue devant les magasins pour avoir les items que tout le monde veut à la sortie, faut être bien conscient qu'on n'est pas sûr à chaque fois d'avoir un item parfaitement scellé parce que les vendeurs vont donner le premier qui arrive et au bout d'un moment, en fonction de sa place dans la queue, on n'a plus le choix et on peut très bien se retrouver avec une ETB trouée. Deuxième gros inconvénient du scellé, et ça c'est au bout d'un certain volume, c'est le stockage et la place que ça prend. Parce que pour bien les stocker, il faut faire attention déjà à leur manipulation pour ne pas les détériorer quand on les bouge de place et quand on les déménage. Et ensuite, quand on les empile, faut faire attention. Et au bout d'un moment, on est obligé d'empiler parce qu'on n'a plus de place chez soi, le placard est plein. Et globalement, c'est le casse-tête du Tetris. Le Tetris, parce qu'aucun item n'a la même taille. Il y a les ETB qui ont des tailles standards,
les displays qui ont des tailles standards, mais en revanche, dès qu'on passe à UPC, SPC et coffret, là, ça devient le drame parce qu'aucun n'a la même taille et on ne peut pas faire des beaux empilements et des trucs carrés qui gagnent de la place. Je ne vous parle pas du casse-tête des mini teens parce que ça, c'est le plus volumineux par rapport au nombre de boosters qu'il y a, au poids et à l'encombrement. Donc quand on stocke du scellé, il faut avoir ça en tête, c'est qu'au bout d'un moment, on va être dépassé par la taille de notre stock et par les contraintes de rangement. Le deuxième point, c'est que quand on commence à avoir beaucoup de scellés chez soi, il y a peut-être un moment, il va falloir penser également à l'assurance et à l'assurer, parce qu'il suffit. Alors, on passe le cambriolage, mais ça existe. Il y a des gros collectionneurs et des gros youtubeurs qui ont été victimes de cambriolage, même des boutiques. On en voit partout tourner des vidéos de cambriolage de boutiques. Mais il y a également la même chose chez les particuliers, les problèmes donc de vol. Mais il y a également le problème inhérent à la vie normale. On peut très bien avoir une inondation. Alors tous ceux qui stockent dans leur garage, parfois ils perdent toutes leurs économies en Pokémon. Il peut y avoir, je ne vous le souhaite pas, des feux, ou alors tout simplement un dégât des eaux, ou carrément des erreurs de la vie quotidienne, c'est un meuble qui tombe. Et donc on en arrive naturellement, outre l'assurance et les précautions à prendre pour le stockage, à la protection, parce qu'au bout d'un moment, il va falloir protéger vos items, ceux d'ailleurs qui ont les plus grandes valeurs, donc des protections acryliques généralement pour display et pour ETB, et ça a un coût, et finalement ça fait baisser le rendement qu'on peut espérer sur un item, même si c'est marginal au bout d'un moment, parce que l'item a pris tellement de prix qu'il vaut bien sa protection, et on vous conseille fortement de protéger vos plus beaux items. Troisième gros inconvénient pour le scellé, et ça c'est un poison qui se répand de plus en plus, c'est tout ce qui est faux et recellage. Le faux, au bout d'un moment, quand on a quand même un œil un peu plus expert, on commence à le reconnaître, et d'ailleurs ça nécessitera une vidéo spécifique sur le sujet pour le scellé et pour les cartes à l'unité. Et pour le recellage, c'est une pratique de plus en plus courante et c'est un véritable poison. Alors soit on recèle pour refaire un beau scellage sans avoir touché l'intérieur, ça arrive, donc c'est questionnable. Et le deuxième, c'est on recèle parce qu'on a pris ce qu'il y avait à l'intérieur, on l'a remplacé par des trucs vachement moins bien et on l'a revendu comme du neuf. Et ça se voit également beaucoup avec Amazon, où dans les premières semaines, certaines personnes commandent en grande quantité, ouvrent, recèlent, redonnent à Amazon en produits retournés, et Amazon les revend comme du neuf au client suivant qui est vraiment perdant dans l'affaire. L'autre point, c'est le peser et le trier. C'est pareil, ça nécessitera une vidéo, mais il faut être bien conscient quand même d'une chose sur les boosters à l'unité pesée, c'est que c'était une pratique courante et presque obligatoire pour des items d'une certaine ancienneté. Parce qu'on est obligé, quand on vend des boosters très anciens, de dire s'ils sont lourds ou légers. Et ça, en fait, ils sont toujours pesés. En revanche, pour le récent, au moins pour le bloc EB, EV et ME, on sait que ce n'est pas pesable le booster. Donc là, il n'y a pas vraiment de risque. Et dernier inconvénient du scellé, c'est qu'au bout d'un moment, il devient tellement rare et tellement cher qu'il est plus liquide et qu'au final, ça va vraiment être des ventes exceptionnelles parce que les montants sont exceptionnels pour des occasions exceptionnelles. Et moi, ça me pose une question à laquelle j'ai toujours pas répondu et je suis très intéressé d'avoir votre avis en commentaire. Je vous donne un exemple. Vous avez l'opportunité entre acheter une display, on va prendre édition 1 fossile par exemple, ou alors pour le même montant, vous pouvez acheter la même valeur mais en display scellé parfaite d'évolution céleste. Qu'est-ce que vous allez choisir? Parce qu'il faut bien se rendre compte que les clients pour votre display première édition ultra vintage et très très rare, ils seront bien moins nombreux que ceux pour une série plus abordable mais tout autant désirée. Donc qu'est-ce qu'il vaut mieux faire en termes de liquidité? Est-ce qu'il faut mieux garder du scellé très rare et très très vieux et très cher, ou se focaliser et faire tourner un stock de scellés beaucoup plus abordable et beaucoup plus liquide? La question reste ouverte. Voilà, je pense qu'on a dit le principal sur les avantages et les inconvénients du scellé. On pourrait en parler pendant des heures. D'ailleurs, si vous voulez qu'on fasse des vidéos spécifiques sur le sujet, n'hésitez pas à nous le demander en commentaire, ce sera un vrai plaisir. Et maintenant, on va passer aux cartes à l'unité. Avantages, inconvénients, même plan. Premier avantage des cartes à l'unité, simple, en fait c'est la base de la collection Pokémon. On achète des items pour avoir des cartes et des belles cartes et les admirer dans une collection, dans un classeur. Ça veut dire qu'aussi quand on conserve des cartes très longtemps, même certaines en plusieurs exemplaires, on a le plaisir des yeux tous les jours dans notre classeur. Et pas que dans un classeur d'ailleurs, on peut également
mettre ses plus belles pièces en valeur comme de vrais objets de décoration ou d'art et en profiter tous les jours quand on marche dans sa maison. Ça nous amène naturellement au deuxième grand avantage de la collection de cartes à l'unité, c'est l'encombrement, le faible encombrement. Finalement, les cartes, on les met dans un classeur, on peut les mettre dans des mallettes quand elles sont gradées, ou on peut les mettre dans des classeurs top loader, mais globalement, ça prend beaucoup moins de place qu'une collection de scellés. En parlant de cartes gradées et de mallettes de cartes gradées, ça nous permet de passer au troisième grand avantage des cartes, c'est leur facteur de croissance. Parfois, certaines cartes, quand on choisit les bonnes, ont un rendement global beaucoup plus intéressant que du scellé sur la même période. Prenons par exemple le cas du Pikachu Van Gogh. Je pense que ça sera difficile de battre une carte qu'on pouvait avoir pendant quelques mois quand même, à 40 € en scellé sur Card Market. Et quand on voit le prix qu'elle a atteint 1 an et demi plus tard, 2 ans plus tard, ce facteur-là, on ne peut pas l'avoir directement et aussi vite avec du scellé. Et ça, c'est d'autant plus vrai que lorsqu'on commence à grader ses plus belles pépites en obtenant des PSA 10. Parce que il y a certaines cartes, je pense également au Gold Star dans des états incroyables, et ces cartes-là, ça devient vraiment des bijoux de collection et des items finalement extrêmement rares parce que extrêmement peu nombreux à cette note-là et donc qui atteignent des prix astronomiques avec 4-5 chiffres. Tout ça pour dire qu'il arrive qu'une carte, une seule et unique carte gradée, gradée quand même, prenne plus de valeur qu'une display entière qui commence à prendre de l'âge. Et dernier avantage de certaines cartes à l'unité, c'est le fait qu'elles aient un marché mondial, ce qui est différent du scellé qui est toujours imprimé dans une langue donnée et qui va surtout intéresser les gens qui collectionnent dans cette langue. Par exemple, une ETB française, elle va rarement être très convoitée par un Américain ou un Japonais. En revanche, il y a certaines cartes qui n'ont été éditées que dans une seule langue, qui sont très rares et qui sont recherchées par l'ensemble de la communauté Pokémon mondiale. Des exemples simples, en anglais, on va avoir le Pikachu Van Gogh. En japonais, on va avoir les Munch, les Poncho, les cartes de la poste japonaise. Et on a même des exemples récents maintenant en cartes chinoises. Donc le gros avantage des cartes à l'unité, c'est que certaines d'entre elles, quand elles sont imprimées que dans une seule langue, vont dépasser justement cette barrière de la langue et tout de suite se propulser sur un marché d'intérêt international mondial. Et donc toucher beaucoup plus de collectionneurs et déclencher finalement des opportunités de vente beaucoup plus grandes. Allez, on passe aux inconvénients des cartes à l'unité, parce qu'il y en a quand même. Et le premier d'entre tous, et c'est vraiment le principal, c'est la volatilité du marché des cartes à l'unité. Globalement, le prix des cartes fluctue beaucoup plus que celui du scellé. Et ça, on peut le voir très régulièrement parce que les modes passent finalement. Il y a des chase cards qui s'imposeront à long terme, comme les chase cards absolus d'une série ou d'un bloc. On pense au Notali VMAX, on pense forcément au Mewtwo X de la Team Rocket, mais c'est un peu tôt encore, mais il y en a plein dans EV. Mais par exemple, je vais vous donner d'ailleurs un exemple sur EV. Il y a une période de EV 4.5 destinée de Paldea où on voyait des célèbres youtubeurs s'acharner à ouvrir des boosters, c'est un concept vidéo, jusqu'à temps de faire tomber cette carte. Et cette carte en l'occurrence, pour EV 4.5, c'était le Dracofeu X. Et c'est marrant parce que quelques mois plus tard, la chase carte de cette série-là, c'est pas le Dracofeu, c'est devenu le Mew Bubble. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres des starlets d'un moment qui déclinent et qui se feront remplacer par les nouvelles chase cards suivantes, des séries suivantes. Donc, les prix d'une carte à l'unité est très volatile. Certains vont rester toujours stables et seront toujours recherchés sur le long terme, comme les Gold Star, comme les Pokémon populaires dans une version très difficile à obtenir, donc en SIR. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec les cartes à l'unité, on prend beaucoup plus de risques qu'avec le scellé. Et bien sûr, dans cette volatilité des cartes à l'unité, il ne faut pas oublier le facteur manipulation de marché. Parce qu'on en a eu plein d'exemples récemment avec des cartes, souvent des petites AR ou même des SIR, qui se retrouvent à avoir des pics, donc c'est-à-dire quand on garde la courbe des prix, une cloche très rapide mais également très abrupte. Deuxième inconvénient des cartes à l'unité, c'est la notion d'état. Parce que pour les cartes en loose, donc celles qui ne sont pas gradées, c'est toujours un grand débat et un grand échange entre le vendeur et l'acheteur. Généralement, les vendeurs ont tendance
à surcoter leurs cartes parce qu'ils les trouvent magnifiques, et les acheteurs, eux, prêtent attention à tous les petits détails et à tous les petits défauts. Et finalement, le prix d'une carte est très variable selon le regard subjectif de la personne qui la possède ou qui veut l'acquérir, parce que l'état est toujours subjectif quand la carte est en loose. Et quand on a bien conscience de l'importance de l'état des cartes, en découle toute une série de problématiques. C'est notamment les problématiques de la conservation. Beaucoup plus simple que pour le scellé, ça c'est évident, mais il faut être bien équipé. Donc il faut avoir des top loaders, des card savers, des classeurs top loaders et des mallettes de protection, parce qu'en fait, dès lors qu'on touche sa carte, qu'on la manipule, qu'on la change de pochette, qu'on la change de case dans son classeur, on risque de l'endommager et donc de faire baisser sa valeur marchande. Et bien évidemment, comme pour le scellé, c'est la même problématique avec les cartes à l'unité, c'est qu'au bout d'un moment, on commence à avoir une énorme valeur en carte chez soi, et donc tous les risques afférents à cette valeur. Donc soit les vols, quand on les transporte pour aller dans une convention, c'est pas rare, soit les vols à domicile, et il y a également tous les problèmes liés à la vie quotidienne, un incendie, un dégât des eaux, un problème dans sa maison, une dégradation involontaire. Et tout ça, ça nous mène au point suivant, c'est qu'au bout d'un moment, parfois, on est obligé de mettre sa collection dans un coffre à la banque, ça arrive très souvent, et que cette façon de conserver ses cartes a un coût. On doit payer tous les mois son coffre, mais les coffres ils ne sont pas extensibles, et quand on a une grande collection, faut acheter un plus grand coffre, donc il faut payer plus cher, et du coup quand on finit par mettre ses plus belles cartes dans un coffre à la banque, on n'en profite plus, et là on perd tout l'avantage de collectionner les cartes à l'unité. Autre solution pour les coffres, il n'y a pas qu'à la banque, il y a beaucoup de sociétés de gradation ou d'intermédiaires de gradation qui proposent un nouveau service qu'on appelle le Vault, c'est-à-dire que ces cartes gradées, on peut les laisser dans un endroit très sécurisé, et les retirer quand on le souhaite, selon une certaine procédure. Et ça nous permet donc de passer aux inconvénients des cartes gradées. On a tous compris que les principaux avantages de faire grader ces cartes, c'est d'abord de définir un état en vue des futures transactions. Un PSA 10, c'est une carte parfaite, PSA 10, tout le monde est d'accord. L'autre avantage, c'est de gagner en valeur marchande. Une carte qui a une très bonne note dans une société reconnue va gagner de la valeur marchande. Ça, c'est un fait. Mais le problème, justement, c'est qu'on n'est pas sûr d'avoir cette super note, ce 10, parce que parfois, on va avoir un 9, donc là, on va avoir une valeur marchande qui augmente un peu plus par rapport au prix du loose, mais pas autant qu'un 10. Et après, pour certaines notes, on se retrouve soit au prix du loose, voire en dessous. Donc, faire grader ces cartes, c'est déjà plusieurs risques. Le risque à l'envoi, que le colis se perde. Le risque à l'endommagement, ça s'est déjà vu dans certaines sociétés, qu'au moment de la gradation, la carte soit endommagée. Et après, c'est le risque de ne pas avoir la note espérée, la note qu'on avait estimée, et donc pas la plus-value qu'on espérait. L'autre point particulier des sociétés de gradation qu'il faut avoir en mémoire, c'est que toutes ne se valent pas en termes de valeur marchande. Et globalement, à part PSA et Beckett et certaines autres sociétés, mais à un degré moindre, la valeur marchande, elle n'est pas au rendez-vous, ou en tout cas, elle n'est pas reconnue autant sur le marché international. Autre problématique des cartes gradées, et là il est temps d'abattre un mythe, c'est qu'on beaucoup pensé que les POP reports, donc les population reports de PSA, permettaient d'estimer le nombre global et existant d'une carte dans une note. En fait, je vais vous décevoir, mais c'est faux. Tous les chiffres sont faux. Parce qu'il faut être bien conscient qu'il y a énormément de PSA 8 ou 9 qui sont cassés et renvoyés en espérant atteindre la note de 10. Donc en fait, les POP reports de PSA 9 et PSA 8 et dans une moindre mesure en dessous sont globalement très peu fiables. Le seul chiffre qui existe, c'est le nombre de cartes en PSA 10. Et même celui-là, il est questionnable à l'échelle globale de toutes les sociétés de gradation parce qu'il y a ce qu'on appelle le cross-grading. Parfois, il vaut mieux avoir un label Black Star chez Beckett, et je ne vous parle pas des Collectora 10 ou des PCA 9, 9,5 et 10, qui également sont cassés dans l'espoir d'avoir un PSA 10 ou un Beckett Black Label. Donc même le contrôle du nombre de la population pour une carte dans un état donné est très questionnable. Ça nous permet, cette notion d'estimation de la population, d'arriver au principal finalement inconvénient des cartes à l'unité avec leur volatilité. C'est leur nombre qui est forcément croissant au regard du scellé. C'est deux courbes complètement inverses. Je m'explique pour être bien clair. Ce qui est sûr et certain avec le scellé, c'est que ça ne fait que baisser en quantité et en volume, tout simplement parce qu'avec le temps, les séries ne sont plus réimprimées, ça c'est sûr, au bout d'un moment elles seront plus réimprimées, donc il n'y en aura pas plus.
Et avec le temps, il y en a qui sont ouvertes. Donc il y a de moins en moins de scellés. Et c'est exactement un rapport inverse avec les cartes à l'unité et les cartes gradées à l'unité dont le nombre ne peut faire qu'augmenter avec le temps, puisqu'au fur et à mesure, les gens vont se dire cette carte-là vaut cher, je l'ai dans ma collection, je vais donc la faire grader et la mettre en vente, donc ça fera une carte de plus sur le marché, ou même en loose, ça marche aussi. Mais également, si j'ai la chance d'ouvrir une grosse pépite en ouvrant un vieil item, l'item, lui, il n'existe plus, ça fait -1. En revanche, la carte que j'ai ouverte, ça fait +1. Donc ça fait une nouvelle carte ancienne, très rare, très chère, sur le marché. Donc les deux courbes sont complètement inverses. Le scellé ne fait que décroître en population avec le temps, alors que les cartes à l'unité ne font que croître en nombre avec le temps. Et donc, plus c'est rare, plus c'est cher. Et donc plus une carte, il y en a sur le marché, moins c'est rare, plus son prix est questionnable. Comme promis, en conclusion, qu'est-ce que moi je fais en tant que collectionneur? Attention, ce n'est pas du tout la même logique qu'une boutique. Donc là, je parle de Benoît qui collectionne les cartes Pokémon depuis 25 ans. Globalement, j'ai deux façons de collectionner. Je fais un peu de scellé pour financer ma collection et l'autofinancer. Et j'en garde aussi parce que je les adore et ça me sert souvent de décor dans mes vidéos. Et moi, ce que je collectionne beaucoup, c'est les ETB. D'ailleurs, j'ai jamais revendu d'ETB à ce jour, je les garde. Mais ça m'arrive de revendre des art sets de boosters, etc. Pour me financer, pour moi, mes ouvertures en tant que particulier. Je collectionne aussi des cartes à l'unité. Et en fait, mon bilan, c'est de vous dire ça. Il faut faire un peu les deux, en fait. Il faut mitiger le risque global, faire un peu de scellé et un peu de cartes à l'unité. Cependant, en cartes à l'unité, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas tout collectionner parce que ça coûte trop cher. On ne peut pas faire tous les master sets de toutes les séries. On ne peut pas faire toutes les séries. Et moi, ce que j'ai décidé de faire pour ma collection personnelle, c'est que je collectionne essentiellement les cartes promo en loose, des cartes promo qui me plaisent. Donc ça peut être l'Amphinobi et l'Hipporoi de Fable Nébuleuse parce que je les trouvais magnifiques. Ça va être également les cartes promo de l'UPC ME02, le Dracofeu et le Plumeline de Shinji Kanda. Je collectionne également surtout des cartes promo, et là c'est dans un terme d'investissement, des cartes promo qui n'existent que dans une seule langue et qui touchent un marché international. Donc ça je ne vais pas me dédire par rapport à ce que je vous ai dit au début de la vidéo, c'est ça qui marche. Donc j'ai acheté de multiples exemplaires du Pikachu Van Gogh. J'ai également acheté des cartes de la poste japonaise et je fais pareil avec le Nigosier de la poste japonaise, etc. Et j'en garde un pour moi et l'autre peut-être que je le relâcherai plus tard pour financer une autre grosse carte dans une langue particulière. Autre façon de collectionner, et ça ne regarde que moi et c'est très très basique, et je vous le montrerai d'ailleurs dans une de mes vidéos, ça va me faire plaisir de partager ça avec vous, c'est je collectionne les cartes dont je parle. Les cartes qui ont fait l'objet d'une vidéo et qui vont me rappeler des souvenirs avec Nico quand on tourne et qu'on rigole à tourner, et en finalement, même si elles ne me plaisent pas trop au départ, je finis par les acquérir et j'en ai un bon exemple à vous montrer. Ça y est, et merci à Charlie, petite dédicace à toi. C'est vrai que ce crapustule, au départ, j'y croyais pas et je le trouvais plutôt laid. Et en fait, à force de faire des vidéos sur le crapustule 105, le numéro m'est resté dans la tête, et j'ai fini par l'acquérir parce que je l'aime tout simplement cette carte et elle a une bonne place dans ma collection. Je vais la garder avec son petit 666 et je vais vous faire une confidence. En même temps, 2 jours plus tôt, j'avais acheté le Nucléo 118, le Mew crotte de nez. Et donc, la réponse à la question initiale, Pokémon, est-ce qu'il faut mieux acheter du scellé ou des cartes à l'unité? Ma réponse, c'est la suivante. Un peu des deux, mais quand même, le scellé, c'est beaucoup plus sûr et moins risqué. Donc, il faut mieux privilégier le scellé sur des items très liquide et pas trop cher au bout d'un moment, donc il faut faire tourner sa collection, sinon on va se retrouver avec des trucs invendables parce que ça va être qu'une personne qui va pouvoir l'acheter pour un box break et il faut que ce soit vous qui lui vendiez, alors qu'il y en a d'autres sur le marché. Donc le scellé et les ETB en particulier. Et après, je fais aussi des cartes à l'unité, mais les cartes à l'unité, je n'achète que celles que j'aime déjà, que j'aime vraiment et que j'aime vraiment regarder dans ma collection. J'en achète plusieurs exemplaires pour en garder une dans ma collection et revendre les autres quand elles auront pris de la valeur. Et d'ailleurs, si vous vous demandez comment trouverez le vrai prix d'une carte à l'unité entre les différentes plateformes, ça se passe ici.